Merci C, merci Étienne, merci à toutes et tous d'être ici. Je suis vraiment ravie d'être à Bordeaux avec vous. Donc, je vais vous présenter mon premier livre qui sortira en juillet 2023 à Stanford University Press et qui s'intitule en anglais Maghreb noir, donc cette partie-là est pas en anglais, The Militant Artists of North Africa and the Struggle for a Pan-African Post-Colonial Future, ou les artistes militants d'Afrique du Nord et le combat pour un futur postcolonial panafricain. Donc, pour replacer un peu ce livre dans le contexte présent, actuel, vous savez bien que les nombreuses crises migratoires que les pays européens ont traversées au cours de ces 10 dernières années en particulier ont fait du Maghreb l'épicentre de beaucoup des angoisses migratoires du public européen, de ses politiciens et de sa presse. En effet, le Maghreb est devenu, pour beaucoup d'Africains, une porte d'entrée vers l'Europe, un lieu de passage, un espace d'attente liminal dont beaucoup se passeraient sûrement volontiers. Aussi, au Maghreb aussi, l'augmentation de cette population noire et migrante a ravivé de nombreux débats sur la place du Maghreb dans le continent, sur le racisme contemporain au Maghreb et sur la longue histoire de la traite transsaharienne. Voilà. La révolution tunisienne de 2011 a également jeté un coup de projecteur sur les conditions et les revendications des populations noires en Tunisie. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le président tunisien a fait des commentaires très racistes envers les migrants africains qui se trouvent en Tunisie. Puis récemment aussi, le succès de l'équipe marocaine durant la Coupe du Monde 2022 a à son tour déclenché de vifs débats sur l'identité du Maroc. Était-ce une victoire pour l'Afrique, pour le monde arabe, pour les peuples amazirs? Et tout le monde commentait sur ces questions sur les réseaux sociaux, les journalistes, commentateurs à la télévision, etc. Donc je pense que pour comprendre les revendications des populations noires maghrébines, mais aussi la situation noire des migrants au Maghreb, des migrants noirs au Maghreb, il est impératif d'écrire l'histoire des relations entre le Maghreb et le reste de l'Afrique. Et en particulier, moi, je me penche sur cette relation dans la période postcoloniale. D'autres ont fait bien mieux que moi l'histoire des relations transsahariennes dans la période précoloniale et coloniale, mais moi, je me penche en particulier sur la période postcoloniale. En effet, à l'indépendance, les gouvernements marocains, algériens et tunisiens, désireux de devenir des leaders mondiaux, ont tenté de dominer le champ panafricain. Ils ont offert une aide militaire, financière, aux luttes de libération à travers l'Afrique et à travers la diaspora noire aux États-Unis et dans les Amériques en général. Ce soutien officiel aux luttes de libération noire a engagé de nombreux artistes noirs à voyager et à même s'installer au Maghreb. Par exemple, le poète états-unien Ted Jones, désireux d'échapper à la suprématie blanche américaine, s'est installé à Timbuktu, à Tanger, à Alger. Il a beaucoup fait des allers-retours en fait au Maghreb. Ça, c'est une photo de lui à Tanger. Comme lui, d'autres ont aussi délaissé les capitales européennes qui avaient tellement attiré leurs prédécesseurs, des personnes comme James Baldwin ou Richard White qui s'étaient installés à Paris ou à Londres. Finalement, là, ils venaient s'installer au Maroc ou au Maghreb en général. Aidés par le gouvernement marocain, des poètes angolais, mozambicains et d'autres personnes d'Afrique lusophone, des luso-africains, ont fait de Rabat leur port d'attache dans la fin des années 50 et les années 60. Donc Rabat a attiré de jeunes combattants d'Angola et du Mozambique et les a entraînés militairement dans des camps d'entraînement sur la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Et à Rabat, donc vous avez ici Rabat Kesha, alors on ne voit pas très bien, pardon, je suis désolée, la couleur finalement on n'est pas un bon choix là. Amelia Fonseca au milieu, qui était de Cap-Verde, Nelson Mandela, donc qui est le plus connu probablement, vraiment au milieu, le plus grand, Aquino de Bragança et Aquino de Bragança, il est tout à droite, il est de Goa. Donc eux étaient tous à Rabat en gros entre 1959 et 1963 à peu près. À partir de 1966, c'est la Tunisie qui à son tour attira
une pléiade de jeunes cinéastes africains pour les Journées cinématographiques de Carthage, un festival qui a commencé en 66 et qui continue jusqu'à présent. Les JCC ont distribué des prix de cinématographie, par exemple à la cinéaste guadeloupéenne Sarah Maldoror, que vous avez ici à la droite, pour son film dénonçant le colonialisme portugais, Zambizanga, en 1972. La photo que vous avez sur votre gauche, c'est le cinéaste Ousmane Sembène, sénégalais, et le spécialiste de cinéma, Tahir Cheria, tunisien, tous les deux les pères créateurs des JCC. Enfin, en juillet 1969, un festival que vous connaissez peut-être, le Festival panafricain d'Alger. Donc, le gouvernement algérien lança ce projet d'une grande fête panafricaine qui a été subventionnée à la fois par le gouvernement algérien et par l'Organisation d'unité africaine. Donc, dans les rues de la capitale, ils ont fait une grande fête. Vous avez sur votre gauche une des photos de la parade, enfin de l'espèce de défilé dans les rues d'Alger pour ouvrir le festival. Puis une photo de Nina Simone qui a chanté pour la première fois Ne me quitte pas. Alors là, je pense pas que ce soit pendant qu'elle chantait Ne me quitte pas, parce que ça me paraît pas être vraiment la position adéquate pour cette chanson, mais je sais pas. Et sur la droite, vous avez un programme d'Alger, donc au milieu, puis sur la droite, une photo des Panthères Noires qui se baladaient dans la Casbah d'Alger. Donc, ils ont invité Nina Simone, ils ont invité la Sud-Africaine Myriam Makeba, tous à chanter et célébrer la gloire de l'Afrique retrouvée, du Maghreb en Afrique. Donc, dans cette période, dans les années 60 et 70, le Maghreb est devenu une sorte de paradis pour les artistes militants d'Afrique et de la diaspora africaine aux États-Unis et en Amérique. À Rabat, à Tunis, à Alger, ils étaient nourris, logés, blanchis. Ils se faisaient des amis, ils écrivaient de la poésie, ils buvaient, ils fumaient. C'est l'amour. Bref, ils vivaient. Donc, ainsi, les trois États maghrébins, soucieux d'exercer un pouvoir diplomatique au sein de l'Organisation d'unité africaine et au sein du continent, organisèrent une série d'événements panafricains. Pour la plupart, ces événements avaient tous des ambitions culturelles, comme vous voyez. Le panafricanisme que les États africains prônaient était un panafricanisme culturel, voire économique, mais en aucun cas un panafricanisme politique qui risquerait de mettre l'identité nationale en danger. Donc, un panafricanisme qui ne menacerait ni le roi au Maroc, ni le président tunisien Habib Bourguiba, ni les dirigeants du FLN en Algérie. Et d'ailleurs, au même moment où ces pays célébraient leur panafricanisme, ils mettaient une chape de plomb et étouffaient les revendications des populations noires de Tunisie, par exemple. En particulier, Bourguiba vraiment a essayé d'étouffer toute la diversité raciale et ethnique de la Tunisie. Dans les premières années post-indépendance, bien des artistes africains et de la diaspora africaine en Europe et en Amérique participèrent à ces projets, et parfois de façon très enthousiaste. J'appelle cette génération de personnes qui ont participé à ces grands projets la génération Maghreb, parce que le Maghreb a eu cette très grande importance dans leur développement culturel et politique. Mais peu à peu, donc vous avez ici certains membres de la génération Maghreb, donc Tahir Cheria que vous avez vu et Ousmane Sembène que vous avez vu dans l'image juste avant, Medondo qui était un cinéaste mauritanien, Abdellatif Lahabi qui était un poète, qui est toujours un poète marocain, Marcelino dos Santos qui vient de Mozambique, Jean Sénac qui était un ancien pied noir qui a décidé de rester en Algérie, qui a fait le combat pour l'indépendance algérienne et qui est devenu, qui est resté en Algérie jusqu'en 73, jusqu'à sa mort, Ted Jones, un poète américain, Sarah Maldoror dont je vous parlais tout à l'heure qui est guadeloupéenne et Mario de Andrade qui est angolais. Donc une grande diversité de personnages. Donc peu à peu, ces membres de la génération Maghreb se rendirent compte que l'engagement supposé des gouvernements maghrébins en faveur de la liberté artistique et de la construction d'une culture panafricaine n'était en fait qu'un mirage. Ils ont vite compris que l'indépendance politique ne suffirait pas et que la décolonisation était une entreprise de longue durée et que l'État-nation n'était pas forcément le meilleur garant de cette entreprise. Ainsi, en puisant dans les fonds publics, quand cela leur était possible, tout en rejetant les alliances politiques qui allaient à l'encontre de leurs idéaux panafricains, les membres de la génération Maghreb ont fait du Maghreb un bastion de la lutte contre le néocolonialisme, mais aussi de la lutte contre l'autoritarisme des États maghrébins. Parallèlement à ces différents projets panafricains, donc comme les JCC ou le PANAF d'Alger, la génération Maghreb a créé des espaces de rencontres alternatifs
où ils pouvaient se soustraire au regard indiscret de l'État. Ils se sont éloignés des institutions gouvernementales et des espaces culturels nationaux et ont politisé plutôt des espaces privés. Ils se sont retrouvés dans les bars, dans les cafés, dans les chambres d'hôtel, dans les cuisines, dans les pages des revues auto-éditées comme celle Souffle au Maroc, que vous connaissez peut-être, sur les ondes de la radio, comme Jean Sénac avait une émission de radio en Algérie qui s'appelait Poésie sur tous les fronts, et aussi dans les salles de cinéma, par exemple. Donc mon livre, Maghreb Noir, se penche sur ces lieux alternatifs d'engagement politique et panafricain, et raconte l'histoire des artistes maghrébins, des artistes militants qui ont créé et qui ont habité ces lieux, dont vous en avez une sélection ici. Loin du regard de l'État maghrébin, la génération Maghreb développa donc une autre vision de ce que pouvait être l'ère postcoloniale. Ils se sont éloignés des conceptions nationalistes de leurs pères et mères et se rapprochèrent plutôt d'une vision fanonienne du postcolonial et cherchèrent plutôt à transcender les confins de la nation. Si la nation décolonisée faisait partie de leur rhétorique, bien sûr, ils pensaient que le nationalisme n'était qu'une simple étape sur la voie de la liberté qu'ils réclamaient. Donc, ils ne devaient rien à l'État-nation. Pour eux, c'était juste une étape. De fait, quand les États maghrébins devinrent de plus en plus autoritaires, les membres de la génération Maghreb n'hésitèrent pas à condamner ces États avec vigueur. Aux marges des projets panafricains, la génération Maghreb créa sa propre vision du panafricanisme. Un panafricanisme qui ne se limitait pas à la coopération culturelle et économique des États-nations. Le panafricanisme de la génération Maghreb, mené par les artistes, avait évidemment un caractère culturel, mais il se cantonnait pas au monde de la culture. Il mêlait volontiers poésie et violence, action politique et cinéma. Nombre des artistes militants que vous voyez là se retrouvèrent d'ailleurs en prison, ou forcés à l'exil, ou même assassinés par les gouvernements maghrébins qui voyaient en eux une véritable menace à la doctrine selon laquelle le moment révolutionnaire était clos et qu'il était temps de se ranger derrière l'État-nation. Les hommes et les femmes de la génération Maghreb, dont beaucoup n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes historiques, ont dédié leur vie et les ont parfois perdus, comme je disais, à se battre pour un ordre postcolonial dans lequel le pouvoir et la liberté étaient mieux distribués. Parce qu'ils étaient des poètes et des cinéastes, leurs exigences et leurs rêves peuvent parfois sembler lyriques ou nébuleuses ou même chimériques pour certains historiens ou historiennes qui préfèrent souvent l'autorité des archives d'État ou des archives institutionnelles. Et c'est peut-être pour cette raison-là que des personnes comme l'Algérien Jean Sénac, le Haïtien René Depestre, la Guadeloupéenne Sarah Maldoror ou encore l'États-Unien Ted Jones ont souvent été confinés au domaine de la critique littéraire. Cependant, c'est pas parce qu'ils écrivaient en vers qu'ils n'avaient pas de revendications politiques, évidemment. Parallèlement à leur carrière de poète et de cinéaste militant, ces hommes et ces femmes se sont engagés dans une action politique directe. À Rabat, à Alger, à Tunis, ils ont participé à des manifestations. Ils ont diffusé de la littérature interdite. Ils ont effectué un travail révolutionnaire en menant des entraînements militaires, en expédiant des armes, en organisant des réunions secrètes, par exemple. Donc je pense que s'intéresser, ce que je dis dans mon livre, c'est que s'intéresser aux acteurs non étatiques décentre l'État dans les ambitions et ses ambitions dans l'étude du panafricanisme postcolonial et plus généralement de l'ère postcoloniale qui a été beaucoup des études de l'ère postcoloniale s'est centrée sur les États-nations. En fait. Donc alors que de nombreux protagonistes de Maghreb noir ont occupé des postes gouvernementaux à certains moments, ou même travaillé pour les gouvernements à un certain moment ou un autre, la quasi-totalité d'entre eux ont finalement été exclus du projet d'édification de la nation, précisément en raison de leur refus de se conformer à l'injonction de leur État, selon laquelle la révolution était finie. Donc je vais vous parler un peu de la raison pour laquelle le Maghreb finalement se retrouve un peu isolé du reste de l'Afrique. Donc malgré sa longue histoire comme carrefour entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, le Maghreb est resté relativement marginal dans l'historiographie de ces trois régions. Le Sahara constitue encore une ligne divisant le Maghreb de l'Afrique de l'Ouest, du reste de l'Afrique, une division qui est visible dans les publications scientifiques, mais aussi dans l'organisation de nombreux laboratoires de recherche ou départements d'histoire. Le manque d'études académiques qui restitue le Maghreb à l'Afrique est flagrant. Les départements d'histoire témoignent de cette vision constante entre Afrique du Nord et l'Afrique supposée subsaharienne,
La Tunisie, le Maroc et l'Algérie sont étudiés en tant que pays arabes ou pays méditerranéens, tandis que les nations au sud du Sahara sont regroupées sous l'étiquette études africaines. Aux États-Unis en particulier, où j'habite, de nombreux postes d'histoire africaine se limitent à l'Afrique prétendument noire ou Afrique subsaharienne, sans rendre compte du fait que subsaharienne et au-dessus de saharienne, en fait, ignorerait tout l'espace au milieu, qui est le Sahara, où il y a de nombreuses personnes qui habitent. Voilà. Donc, cette scission n'a aucun lieu d'être et n'a vraiment jamais existé sur le terrain. Comme je vous disais, beaucoup d'historiens, de géographes, d'anthropologues ont étudié les rapports florissants d'un point de vue économique, intellectuel, artistique et humain sur la période précoloniale, coloniale et postcoloniale. Cependant, je pense que jusqu'à présent, les sciences sociales ont maintenu cette séparation relativement arbitraire. Un courant de chercheuses et chercheurs tente maintenant de combler ce besoin d'histoire. Tout souligne la défaveur que cet imaginaire de l'Afrique a fait à l'historiographie moderne et contemporaine de l'Afrique. Ensemble, ces chercheurs tentent de déconstruire ces barrières, démontrant les échanges dynamiques de personnes, de marchandises et d'idées à travers les diverses régions d'Afrique. Les chercheuses et chercheurs qui étudient l'espace transsaharien effectuent un travail essentiel, particulièrement dans le contexte actuel contemporain tendu autour de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire coloniale en France. En effet, alors que la question raciale et le vocabulaire qui lui appartient font de plus en plus les gros titres de la presse française et internationale, je pense qu'il est important d'historiciser ce vocabulaire. Il dépend de nous, en tant qu'historienne de l'Afrique et du Moyen-Orient, de démontrer que les catégories ethniques et raciales, que de nombreux Français et Européens conçoivent comme immuables, sont en fait souvent, parfois, une réalité, ont en fait une histoire relativement courte et en lien direct avec le colonialisme français, britannique, portugais, etc. Donc Maghreb noir, mon livre, tente de démêler ces catégorisations coloniales qui influencent encore notre façon de mener la recherche scientifique et d'explorer le Maghreb postcolonial. Le livre propose d'examiner le Maghreb en tant qu'espace africain. Comblant le fossé saharien, les travaux politiques et artistiques de cette génération d'artistes, la génération Maghreb, montrent bien que les divisions raciales, linguistiques et nationales n'ont pas beaucoup d'importance ou n'ont pas forcément d'intérêt dans l'étude de l'Afrique. Et en fait, il montre bien le travail qu'ont fait ces gens, qui serait important plutôt d'explorer la façon dont les individus ont rejeté les catégories restrictives de la nation, de la race, etc., malgré leur réel attrait dans la période postcoloniale. Alors que les membres de la génération Maghreb se considéraient parfois, en effet, comme faisant partie d'une communauté nationale, ils étaient tout aussi susceptibles de s'imaginer comme faisant partie d'une communauté panafricaine, noire-atlantique ou même tiers-mondiste. Comme nombre d'entre nous aujourd'hui, ils traversaient de vastes étendues de la terre. Ils parlaient multiples langues, l'arabe, le portugais, l'anglais, le français, le wolof, le kimbundu, et bien d'autres langues encore, dont ils épissaient leur poésie, leurs films ou leur travail politique. À bien des égards, cette génération est l'incarnation même du type de communauté créole que cherchaient les écrivains Bernabé, Chamoiseau et Confiant dans leur essai de 1989, L'éloge de la créolité. Une communauté qui refuserait de se réduire à une seule nature ou à une seule origine. Donc la génération Maghreb anéantissait toute fausse universalité, supprimant le désir ou le besoin d'un public européen et célébrant au contraire sa créolité. Lorsque l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun que vous avez sur votre droite, interviewa le cinéaste sénégalais Ousmane Sembène au Festival panafricain d'Alger de 1969, il lui posa cette question. Comment le cinéma africain doit-il se définir en contraste avec la culture occidentale? La réponse de Sembène était catégorique. Ne parlons pas de l'Occident, parlons de nous. Cette riposte, je pense, est la parfaite illustration de la philosophie politique et culturelle de la génération Maghreb. Ils ont tout fait pour rejeter l'interlocuteur européen ou occidental. Donc ils se sont pas fait introduire leurs textes, par exemple comme Senghor a eu l'anthologie de la poésie nègre, Magache a eu une introduction de Sartre. Le texte de François Non était introduit par Sartre. Ils n'ont pas eu d'introduction à leur texte, au contraire, ils se sont introduits eux-mêmes en fait. Ils ont fait eux-mêmes l'éloge de leur texte.
Ils se sont repliés sur eux-mêmes d'une certaine façon pour discuter entre eux. Mais ça veut pas dire évidemment que c'était un groupe racialement exclusif. Au contraire, c'était un groupe transnational et transracial. Ce qui a rendu ce groupe si exceptionnel, je pense, c'est son refus de se plier aux conditions des anciennes puissances coloniales. Ils ont rompu avec le mouvement de la négritude, par exemple, le panafricanisme de la première moitié du XXe siècle et le panarabisme. Et ils ont tenté de créer une nouvelle définition du panafricanisme qui tissait la poésie, le cinéma et l'action politique directe et qui faisait de la noirceur ou de blackness, comme ils disaient en anglais, une identité politique plutôt qu'une identité raciale. C'est-à-dire que tout le monde pouvait s'identifier avec la noirceur tant qu'il, en fait, se rebellait contre le néocolonialisme et l'autoritarisme des États-nations africains. Donc, pour les hommes et les femmes de cette génération, le rêve d'un panafricanisme transnational a échoué dès le début des années 1980 à peu près. Chacune à leur tour, Rabat, Alger et Tunis ont perdu leur statut de métropole anti-impériale. Dans les années 1970 et 1980 en particulier, la liberté d'expression politique et artistique s'est retrouvée progressivement écrasée sous les mains de fer des différents régimes postcoloniaux au Maghreb, les régimes de Hassan II au Maroc, de Houari Boumediene et de Habib Bourguiba. Les Soviétiques et les Américains ont évidemment mené des guerres par procuration en Angola, au Mozambique et à travers le continent africain et ont profité des divisions entre factions rivales dans les États nouvellement libérés. Donc ces conflits ont contrecarré la plupart des espoirs de lutte panafricaine, d'unité panafricaine. Avec la fin de la guerre froide en particulier, le capitalisme a remporté la bataille des idéologies et le Maroc et la Tunisie sont devenus des terrains de jeu pour riches touristes européens et retraités européens. Tandis que l'Algérie s'est enfoncée dans une guerre civile de 10 ans qui a ébranlé le pays et en particulier ses artistes. Au cours des 10 dernières années, de nombreux jeunes révolutionnaires panafricains des années 60 ont été ressuscités de l'amnésie collective par les mêmes gouvernements qui les avaient emprisonnés, torturés et assassinés quelques années plus tôt. Lorsque j'étais à Rabat, en février 2018, la Bibliothèque royale accueillait la conférence Maroc-Afrique, qui avait pour thème l'aide historique du Maroc aux anciennes colonies portugaises d'Afrique australe. Tout cela organisé sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Au Maroc, la revue Souffle n'est plus le tabou qu'elle était autrefois. Cette revue qui avait fait emprisonner, dont la publication avait fait emprisonner Abdellatif Lahabi, Abraham Serfati et d'autres de l'organisation, de la revue, a été donc pendant longtemps complètement étouffée, très difficile à trouver. Il était jusqu'en 90, en fait, il était presque impossible de trouver cette revue. Mais de 1997 à 2004, 2 professeurs américains ont numérisé la revue et la Bibliothèque royale du Maroc l'a téléchargée sur son site web en 2010. Souffle est maintenant rentré au panthéon de la culture nationale marocaine et réclamée, et elle est réclamée par l'héritier, donc le roi Mohamed VI, du gouvernement marocain qui avait emprisonné et torturé les membres de Souffle dans les années 70. Lorsque j'étais à Alger, en mars 2018, Noureddine Joudi, qui était l'ancien ambassadeur d'Algérie dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, avait insisté sur le fait que le Maroc n'avait pas, contrairement à l'Algérie, contribué au mouvement de libération africain. C'est l'Algérie, affirmait-il, qui a toujours été l'endroit idéal pour les révolutionnaires noirs. Donc lui, pendant longtemps, a essayé de me convaincre qu'il ne fallait pas parler du Maroc, mais que de l'Algérie, et que l'Algérie avait été la Mecque des révolutionnaires africains. Enfin, lors de mon déplacement à Tunis en novembre 2018 pour la 29e édition des Journées cinématographiques de Carthage, les JCC, les discours et les propos d'ouverture ont tous souligné la profonde amitié entre l'État tunisien et les mouvements de libération d'Afrique noire. Les affiches de Soleil Haut, le film de Medondo et de Zanga, le film de la Guadeloupéenne Sarah Maldoror, étaient encadrés à la vue de tous dans cette immense cité de la culture dans le centre-ville de Tunis. Donc maintenant, en fait, tous les États maghrébins se disputent, en gros, le titre du pays le plus panafricain, du pays qui a fait le plus pour l'Afrique. Le regain d'intérêt des gouvernements maghrébins pour leur panafricanisme postcolonial a permis, en effet, de récupérer de précieux documents d'archives. Quand en 2009, le gouvernement algérien a organisé un 2e festival panafricain, des brochures du festival de 1969 ont été déterrées et réimprimées. Le documentaire de William Klein sur le festival panafricain d'Alger
autrefois très difficile à trouver avant 2009, a été restauré avec l'aide de la chaîne de télévision Arte. Mais le manque de recherche historique sur la vie et l'œuvre des artistes dissidents de la génération Maghreb a laissé un vide que les gouvernements maghrébins s'empressent de combler. El Mostafa El Ktiri, le haut commissaire marocain auprès des anciens membres de la résistance et de l'armée de libération, a ouvert la conférence Maroc-Afrique dont je vous parlais tout à l'heure de février 2018 par un discours sur l'importance de ce qu'il appelle la mémoire partagée. Il dit: nous ne devons pas manquer une occasion de dire et de répéter un certain nombre de vérités sur notre mémoire collective et sur les efforts du Maroc pour la libération de ces pays africains sous le colonialisme portugais. Ktiri a clairement affirmé l'intérêt qu'avait le gouvernement marocain à projeter une conception uniforme du passé qui puisse servir un objectif politique. Pour El Ktiri, la recherche historique était importante dans la mesure où elle permettait au gouvernement marocain d'explorer le passé à la recherche de preuves de l'influence positive du Maroc sur d'autres pays africains. En d'autres termes, pour El Ktiri, l'objectif du gouvernement marocain, en ressuscitant cette mémoire partagée, ne devait pas être une simple curiosité ou le désir de remettre en question certains aspects de l'histoire marocaine et de ses relations avec le reste de l'Afrique, mais plutôt de servir les besoins politiques du gouvernement marocain dans le présent. Jamais El Ktiri n'a évoqué les tensions entre les militants luso-africains qui se trouvaient à Rabat dans les années 50 et 60 et le gouvernement marocain. Au contraire, El Ktiri a loué le roi du Maroc, Hassan II, pour son acceptation totale de tous les luso-africains et de tous les Africains, n'indiquant jamais une seule fois les raisons pour lesquelles, finalement, ces luso-africains et ces militants africains ont déserté le Maroc pour l'Algérie. Donc, évidemment, laisser les archives panafricaines du Maghreb postcolonial entre les mains des responsables gouvernementaux obscurcira sans aucun doute l'histoire de la dissidence panafricaine, non pas contre les idées du panafricanisme en tant que tel, mais contre la cooptation par les États postcoloniaux des mouvements panafricains et révolutionnaires. En effet, si les militants de la génération Maghreb utilisaient des festivités panafricaines organisées par les États maghrébins comme point de convergence pour se retrouver et pour discuter, ils n'épousaient pas évidemment les tendances autoritaires de ces États. En marge des différents événements parrainés par les États, comme le PANAF ou les JCC, ces militants ont créé leur propre panafricanisme dissident. À nous de le trouver et d'en écrire l'histoire. Merci de m'avoir écouté, puis je sais que c'est à des questions, donc j'essaierai d'y répondre comme je peux, et j'attends les vôtres avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paraska, pour ta présentation vraiment fascinante. Moi, je voulais un peu aussi expliquer comment j'étais un peu entrée dans ton ouvrage et qu'est-ce que j'en avais retiré. Donc moi, je suis entrée dans ton livre en tant que doctorante, du coup, travaillant sur le mouvement, sur les mobilisations collectives et les engagements militants au Maghreb et au Maroc en particulier, centrés sur le panafricanisme. Et pour moi, ton livre, c'était une contribution majeure à la littérature sur le panafricanisme, parce qu'il représente le premier ouvrage qui tente d'écrire une histoire du panafricanisme depuis le Maghreb. Ce Maghreb qui était et qui reste encore le grand absent de cette histoire. Et c'est important parce que la littérature sur le panafricanisme, quand on regarde, on voit qu'elle est très largement focalisée sur la diaspora noire des Amériques, sur la période 1900-1950, et ensuite sur l'Afrique dite subsaharienne, post-1950. Et il y avait eu des développements en termes à propos des études sur les relations transsahariennes à partir des années 1980, ensuite dans les années 1990 et 2000. Mais il n'y avait eu aucun livre jusqu'alors qui avait abordé ces relations transsahariennes à partir du panafricanisme. En plus, les études transsahariennes, elles sont largement dominées par la géographie et la géopolitique, et donc elles s'intéressent beaucoup plus à la circulation des biens et des idées entre ces deux zones, et aussi aux relations interétatiques entre les États de ces différentes zones. Mais elles mettent du coup largement de côté la circulation des imaginaires politiques et des identités collectives entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et donc c'est précisément, je pense, ce que tu fais à travers cet ouvrage. Je pense que ce livre, à travers le panafricanisme, permet de remettre les idéologies, les idées et les engagements militants au centre de ces relations dites transsahariennes.
En plus, l'importance, pour moi aussi, l'importante contribution de ton ouvrage se lie dans l'approche régionale que tu as choisi d'adopter. Donc, s'il existe de très rares études sur les politiques africaines du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie, ton livre représente la première tentative de faire du Maghreb un centre interconnecté qui a contribué de manière fondamentale au panafricanisme. En choisissant de partir de l'ensemble du Maghreb, ton livre permet de remettre aussi en cause, de dépasser le mythe selon lequel l'Algérie aurait été le seul pays maghrébin à développer une politique panafricaine. Et il permet du coup aussi de mettre en lumière le rôle très négligé par la littérature académique du Maroc et de la Tunisie dans cette histoire. Et enfin, Maghreb Noir contribue au renouveau des études qui approchent le panafricanisme non plus par le haut, c'est-à-dire par les institutions et les grands hommes du panafricanisme, mais par le bas, c'est-à-dire en s'intéressant aux mouvements politiques et culturels de citoyens dans lesquels se sont incarnés avec la même importance, sinon peut-être plus d'importance, les idées panafricanistes. Et oui, donc effectivement, la littérature sur le panafricanisme avait majoritairement porté sur ces institutions, c'est-à-dire d'abord les congrès panafricains dans la première moitié du XXe siècle, et ensuite l'organisation de l'unité africaine, créée en 1963 et ensuite transformée en Union africaine en 2002. Et aussi, cette littérature s'était surtout intéressée aux productions intellectuelles de l'Atlantique noir, entre guillemets, donc cette zone de circulation qui avait été conceptualisée par Paul Greenroll et intrinsèquement liée à l'histoire de l'esclavage et de la traite transatlantique, et donc qui avait dessiné cette communauté noire transnationale entre Europe, Amérique et Afrique. Et donc, je pense que ton livre permet aussi d'aller au-delà d'une histoire intellectuelle et institutionnelle du panafricanisme, en s'intéressant vraiment à une histoire, en faisant une histoire culturelle du panafricanisme, et donc en retraçant les engagements et les productions culturelles de ces militants artistes qui ont, depuis le Maghreb, renouvelé les idées de ce mouvement. Pour rentrer dans un peu plus en détail dans les idées vraiment qui m'ont frappé dans ton livre, moi ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que ton livre réalise une sorte de géographie du panafricanisme, c'est-à-dire une histoire du panafricanisme incarnée dans des lieux précis. Et donc, elle nous donne à voir comment est vécu de manière intime le panafricanisme chez ces militants artistes. Ton livre montre à quel point les lieux sont importants pour l'engagement politique, puisque c'est de par le statut d'État indépendant d'Afrique, donc de ces pays maghrébins, que ces militants artistes peuvent passer d'étudiants surveillés, participants dans des revues intellectuelles à Paris, dans les métropoles coloniales de Paris et de Lisbonne, à des représentants internationaux d'États en lutte contre le colonialisme qui sont soutenus par ces États maghrébins. De plus, tu retraces l'évolution du panafricanisme au Maghreb en décrivant plusieurs étapes qui s'inscrivent à chaque fois dans un des trois pays. Donc d'abord, tu positionnes le Maroc comme lieu de naissance du panafricanisme au Maghreb, ensuite l'Algérie comme celui de la formalisation de cette pensée panafricaniste, et la Tunisie comme celui de la diffusion auprès des masses africaines, entre guillemets, des idées panafricanistes à travers le cinéma. Et cette géographie du panafricanisme se manifeste aussi dans des espaces concrets. Tu l'as dit tout à l'heure, des cafés, des bars, des brasseries, des terrasses, des appartements, des festivals, des cinémas, des théâtres, et j'en passe. Enfin, tu présentes la manière dont le panafricanisme se matérialise dans des objets nécessaires au déploiement de la lutte, à la mise en lien des militants et à la circulation de ces idées, donc dans des journaux, des magazines, des poèmes, des ondes de radio, etc. Et je pense que à travers cette géographie du panafricanisme, tu nous permets de comprendre que la fabrique du politique ne se fait pas uniquement dans la production intellectuelle, conceptuelle, historique, mais aussi et peut-être surtout dans l'intime, dans le personnel et les relations sociales. Tu nous permets de comprendre que le panafricanisme n'est pas seulement un corpus d'idées et de concepts, mais c'est aussi toutes les manières dont ces militants d'origines différentes, de milieux différents, parviennent à trouver des points communs et aller au-delà de leurs différences pour s'unir dans le cadre d'une lutte commune. Et d'où l'importance pour ces militants, pour ressentir véritablement ce sentiment d'appartenance à l'Afrique, entre guillemets, qui est aussi une invention en tant que telle,
de s'appuyer sur ces objets et ces lieux qui leur permettent de se retrouver, d'échanger, de mettre en commun leur expérience en tant que colonisés ou personnes subissant la discrimination et de trouver des stratégies collectives pour leur émancipation. Un deuxième point aussi que j'ai trouvé vraiment fascinant, dont tu mets en lumière dans ton livre, c'est la manière dont tu attires l'attention sur deux formes de panafricanisme. D'abord, le panafricanisme du haut, donc les politiques panafricaines de ces trois États maghrébins, un panafricanisme qu'on pourrait appeler étatique, et de l'autre côté, ce panafricanisme du bas, de ces militants artistes en opposition à l'autoritarisme des États maghrébins et qui cherchent à s'émanciper en formant des réseaux de solidarité transnationale, un panafricanisme que l'on pourrait appeler militant. Mais tu nous montres que ces deux formes de panafricanisme ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils s'articulent, ils entrent en interaction. Le panafricanisme militant émergeant souvent à partir des lieux créés par le panafricanisme étatique, dont il parvient à s'extraire en fondant des espaces alternatifs dissidents. Par ailleurs, tu insistes sur le caractère hétérogène de ces deux catégories. Déjà, tu montres les différences idéologiques entre les différentes politiques panafricaines des pays maghrébins, et notamment le panafricanisme plus révolutionnaire de l'Algérie par rapport au Maroc et à la Tunisie. Et tu mets également en lumière que le panafricanisme militant de la génération Maghreb n'est pas un mouvement homogène, mais qui se caractérise par des débats, des conflits, qui sont liés à des appartenances et des conceptions différentes en termes de religion, de race, entre guillemets, de culture, de langue, de nationalité, de genre et d'orientation sexuelle. Tu nous montres que la communauté panafricaine que souhaite créer la génération Maghreb semble aussi favoriser certaines catégories de personnes au détriment d'autres, notamment les femmes, les Maghrébins noirs et les Africains subsahariens qui se trouvent à la marge du mouvement. Ainsi, je pense que tu permets de rendre visible une histoire encore très largement inconnue et de réintégrer le Maghreb dans l'histoire du panafricanisme. Tu permets aussi d'ouvrir tout un champ de recherche qui pourront par exemple davantage explorer les hubs secondaires du panafricanisme au Maghreb, tels que Constantine, Casablanca ou Marrakech, que tu évoques aussi dans ton livre. Et je pense aussi qu'il serait intéressant d'investiguer l'influence potentielle des premiers voyages précédant les années 1960, des Africains américains au Maghreb, et aussi comment les relations établies entre les organisations anticolonialistes noires et maghrébines, notamment dans les métropoles coloniales et notamment à Paris, à partir des années 1920, pourraient avoir eu un impact sur la formation du Maghreb, de la génération Maghreb. Voilà, donc c'est à peu près ce que j'avais retenu de ton ouvrage, qui, encore une fois, je l'ai dit, m'a vraiment fascinée. Et donc, peut-être une première question que j'avais, c'était à propos du titre de ton ouvrage. En fait, j'aimerais bien, si aussi, que tu reviennes sur ce choix. Pourquoi avoir utilisé le terme de Maghreb noir? Déjà, pourquoi ce terme en français? Et puis aussi, pourquoi avoir choisi de garder le terme de Maghreb, un terme qui participe aussi à positionner l'Afrique du Nord dans une géographie liée au Moyen-Orient, ce serait donc l'ouest du Moyen-Orient. Et d'autre part aussi, le terme de noir. Donc effectivement, tu expliques que la blackness ou la noirceur est utilisée de manière politique par ces militants, mais en même temps par ces militants artistes, mais en même temps, ils cherchent à dépasser la division Afrique blanche entre guillemets, Afrique noire de l'autre côté. Et puis en plus, il me semble que dans ton livre, tu montres qu'il y a que cette catégorisation noire n'est pas acceptée par tous les membres de la génération Maghreb. Avec la revue Souffle qui me semble plus réticente à l'employer par rapport à Jean Sénac qui vraiment cela. Merci. C'est une très bonne question. Alors le titre, honnêtement, c'est très difficile de trouver un titre. Et j'ai eu avec mon éditrice, on a fait beaucoup d'allers-retours pour essayer de trouver un titre qui est à la fois, avec un long sous-titre malheureusement, mais un premier titre qui était à la fois court et un peu qui attirait l'œil. La raison pour laquelle je pense que finalement on est resté sur ce titre, c'est parce que, alors, il fait ce que j'aime bien avec ce titre, c'est qu'il fait, bon, il fait évidemment allusion à Paris noir, Londres noir, ces différents hubs panafricanistes en fait, Black New York, Black London, Black Paris,
qui étaient des hubs pour les Noirs américains qui venaient donc s'installer à Paris et participer à une conversation panafricaine. Donc c'était en fait un peu pour parler, en fait presque faire continuer la chronologie des hubs panafricains. Donc Maghreb serait le nouveau lieu d'échanges panafricains après Paris, après Lisbonne, donc sur le continent africain. La raison pour laquelle je suis restée avec le Maghreb, l'idée de Maghreb, c'est parce que c'est vraiment ce qu'utilisent les acteurs dans la source. Plutôt que, alors récemment, je fais partie d'un journal qui s'appelle Tamasra Studies, donc maintenant, de plus en plus, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas en France, on utilise de plus en plus des mots comme Tamasra pour dire le Maghreb. Alors la carte que j'avais plutôt en fait c'est une carte justement de Tamasra, donc qui est un grand Maghreb en fait, et un Maghreb amazigh plutôt qu'un Maghreb arabe par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de façons différentes de dessiner le Maghreb. Le problème c'est qu'aucune d'entre elles n'est nécessairement très bonne. En fait, elle fait toujours référence à un autre endroit, c'est-à-dire soit le Maghreb, le Machrek, soit l'Afrique du Nord versus l'Afrique subsaharienne. Soit le sud de la Méditerranée versus l'Europe. Enfin, donc il n'y a pas vraiment. Tamasra, c'est peut-être le seul justement qui est vraiment le Maghreb à part entière. Sauf que c'est pas très connu en fait comme terme. Et donc le souci de l'éditrice, c'était aussi d'avoir un titre qui immédiatement plaçait le lecteur quand on ramassait. Donc ça c'est presque plus des idées de marketing presque. Au bout d'un moment en tout cas je sais pas ce que c'est ici avec les éditions voilà. Il y a un certain moment où le titre n'est plus vraiment notre choix mais plutôt le titre mais plutôt le choix de l'éditeur et de l'équipe de marketing qui veut que on trouve le livre facilement, qu'on sache que c'est. Donc voilà, pour être tout à fait honnête. Voilà. Noir parce que oui, en effet, parce que je pense, un des arguments que je fais, c'est que beaucoup de Maghrébins ont revendiqué une identité noire politique. Pas tous évidemment, pas ce Souffle, quoique vers la fin, Souffle commence un peu plus à parler disons qu'ils font vraiment la différence entre être européen et être racialisé ou ancien colonisé. Donc ils ne s'identifient pas non plus comme blancs. Et ça c'est important dans la révolution. Ils font vraiment, ils disent souvent d'ailleurs qu'ils sont pas comme ces Européens qui de 68 ou ces dealers de shit de San Francisco et de Paris. Enfin qu'est-ce qu'ils disent ces fumeurs de shit poilus de San Francisco et Paris, c'est ça, appelé le type là, ça. Donc il veut vraiment faire la différence avec un peu la gauche française et américaine. Donc ils sont racialisés d'une façon dont qui les sépare de l'Europe et des personnes militantes en Europe. Voilà. Une question aussi pour rebondir encore sur cette question de noir. On a l'impression quand on lit ton ouvrage que aussi les grands absents de cette génération Maghreb, c'est les Maghrébins noirs eux-mêmes. Et ça m'interpelle aussi du coup quand je lisais le passage de ton livre sur Jean Sénat qui est sur la manière dont il s'approprie cette catégorisation sans véritablement parler du racisme anti-noir au Maghreb. Et donc, je me suis demandé dans quelle mesure l'appropriation de cette catégorisation participait aussi à invisibiliser absolument le racisme anti-noir au Maghreb. Absolument. Eux-mêmes sont racistes à certains moments, surtout dans la revue Souffle, ont des idées très arrêtées sur ce qu'est la culture africaine, sur ce qu'est de la culture sénégalaise, la culture. Ils ont leur opposition, par exemple, à la négritude et à Senghor peut parfois tomber dans les stéréotypes racistes. Donc, alors après, eux ne font presque aucune mention de la diversité raciale. Que ça soit amazigh ou noir du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie aussi. Donc moi je n'ai pas fait l'histoire. Enfin il y en a d'autres historiennes et anthropologues font l'histoire des populations noires du Maghreb, mais je pense que c'est une histoire très importante qu'il faut absolument
Alors j'ai par exemple un collègue, Brahim Ngabe, qui fait l'histoire du panafricanisme dans les communautés amazighes. Donc il y a aussi c'était absolument pas l'idée, c'est de commencer en fait le débat sur le panafricanisme au Maghreb, mais ce n'est absolument pas la version finale. Enfin, justement, c'est une invitation à plus de recherche sur d'autres lieux du panafricanisme et sur l'identité multiple du Maghreb, c'est-à-dire les États maghrébins pendant longtemps et encore maintenant essayent d'inculquer au Maghreb et au reste du monde que le Maghreb est un pays, enfin que le Maghreb est un espace homogène, arabe, musulman, alors qu'en fait depuis le début le Maghreb est un espace à identité multiple, que ce soit sexuelle, que ce soit raciale ou ethnique ou linguistique. Et donc je pense que ce livre est plutôt une invitation à penser au Maghreb comme un espace multiple à identité multiple. Et donc j'encourage d'autres à penser. Absolument. J'avais aussi une question sur la vision du panafricanisme et de l'unité africaine de ces militants artistes. Donc tu disais que les États maghrébins n'avaient pas une vision politique du panafricanisme, mais beaucoup plus culturelle et économique. Et donc est-ce que ces militants artistes ont une vision politique du panafricanisme? Oui, mais est-ce qu'ils ont un projet politique transnational ou panafricain? C'est-à-dire, par exemple, à la Kwame Nkrumah, les États-Unis d'Afrique? Non, jamais rien d'aussi concret, en fait. Plutôt une vision un peu marxiste-léniniste du combat révolutionnaire constant contre le capitalisme et du coup contre l'État, mais jamais une idée assez vraiment arrêtée. Alors certains des militants, par exemple des cinéastes, créent des institutions par exemple la FEPACI, qui est une fédération des cinéastes africains, pour essayer. Alors la FEPACI a un siège à l'OUA, fait des déclarations sur le cinéma africain. Donc ils essayent de créer des institutions autres qui souvent finalement se font racheter par les États ou par les monopoles du cinéma européen, ou enfin par exemple dans le cas de la FEPACI. Mais non, ils n'ont jamais une idée si concrète de ce que pourrait être un panafricanisme vraiment transnational. Et est-ce qu'on pourrait dire, du coup, qu'ils s'insèrent peut-être plutôt dans une vision d'un projet transnational lié, par exemple, à l'Afrique continentale? Absolument, ouais. Je me demandais d'ailleurs comment, en fait, la génération Maghreb était liée à l'Afrique continentale, parce qu'on sait, par exemple, que Mehdi Ben Barka du Maroc est bien un des architectes de ce mouvement continental. Absolument, ils sont très liés à l'Afrique continentale, ils sont amis avec Mehdi Ben Barka. D'ailleurs, Aquino de Bragança, qui était de Goa, a passé tout le temps avec Mehdi Ben Barka à la Cité du Maroc, à Paris, la Cité universitaire, la Maison du Maroc, parce que lui a vécu là-bas dans les années 50. Et donc, quand il retourne à Rabat en 58, c'est en fait à l'invitation de Mehdi Ben Barka. Et quand Ben Barka organise la trêve continentale, évidemment, il est assassiné avant, mais beaucoup. Et d'ailleurs, à son assassination et au moment de sa disparition, en fait, il s'affole tout. Enfin, on voit dans les lettres qu'il s'affole, ils essayent de faire pression sur le gouvernement marocain. Enfin, mais bon, sans suite. Un certain nombre d'entre eux sont au congrès de la Havane, donc oui, absolument, ils sont très liés au mouvement continental. Je pense que leur panafricanisme s'inscrit dans le contexte de la tricontinentale et du tiers-mondisme, mais reste quand même plutôt centré sur l'idée de blackness, de noirceur du continent africain. Ils ont quand même peu, par exemple, dans Souffle, c'est beaucoup plus axé sur l'Afrique. Ils ont quand même peu de rapports culturels, par exemple, avec le Vietnam ou la Chine. Enfin, même si, bon, vraiment, beaucoup d'entre eux en Chine. Mais je pense que les différences linguistiques font que le rapport culturel n'est pas aussi aisé, quoi. Ils en parlent peut-être de tous ces événements, mais ils n'ont pas forcément des liens concrets. Voilà. Ils parlent du Vietnam, ils écrivent des René de Pastre écrits au Vietnam. Donc ils parlent du Vietnam, mais je ne sais pas s'ils ont des amis vietnamiens, par exemple. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir les échanges à la salle. En fait, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur ta position en tant que chercheuse blanche française qui mène une étude sur le panafricanisme au Maghreb. Tu disais dans ton livre que être une femme blanche
non locales entre guillemets avaient pu représenter un avantage, donc notamment par rapport au fait d'être une personne maghrébine et ou noire. Mais on sent aussi que parfois ça a pu poser des moments de malaise, le fait d'être une femme aussi. Donc je voulais un peu que tu reviennes sur, on va dire, les avantages qu'a pu représenter ta position, mais aussi les difficultés qu'elle a pu poser dans le contexte de cette recherche. Je pense que le fait d'être une femme française ouvre beaucoup de portes au Maghreb, puisque les gens, donc déjà le Maghreb est en général un espace assez accueillant, mais je pense que on m'a souvent invitée quand j'avais des entretiens, on se méfiait rarement de moi. Je pense qu'on pensait rarement que je faisais potentiellement partie de la police locale ou je sais pas quoi. Donc les gens m'invitaient souvent, peu de méfiance, me racontaient à peu près tout, je veux dire sans aucune retenue. Je repartais avec des gâteaux, des bouquins, des choses comme ça. Donc ça a toujours été un accueil très chaleureux. Cela dit, et comme on le sait tous, je pense, être une femme et faire de la recherche, ça peut toujours être difficile, surtout quand il s'agit de faire beaucoup de terrain, des entretiens où on se retrouve tout seul avec des hommes qu'on ne connaît pas. Donc, je pense qu'il y a eu... J'ai eu beaucoup, en fait, d'entretiens où on m'a parlé, sans que moi je l'aborde, de questions sexuelles. Et c'est le 4e chapitre parle de ces entretiens-là. Ça m'a pris du temps pour essayer de comprendre ce qui s'était passé exactement. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était peut-être une façon d'impressionner une jeune femme. Souvent, c'était des hommes beaucoup plus âgés, peut-être des hommes de 90 ans, 95 ans. Donc, c'était une certaine façon d'affirmer sa virilité, de dire peut-être que aussi un jour était jeune et avait... J'ai pas très bien compris. Au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, le panafricanisme était assez articulé autour de l'idée de la femme, que la femme, même si beaucoup de femmes elles-mêmes n'ont pas fait partie du projet panafricain, ont souvent eu des portes fermées, et j'en fais l'histoire un petit peu dans ces festivals. Bon, il y a évidemment Myriam Makeba, Nina Simone et tout, mais par exemple, le symposium du festival, où se faisaient tous les speeches officiels, les discours officiels, il y avait aucune femme. Donc elles étaient là en tant que un peu déesse du panafricanisme, en tant que emblème du panafricanisme, sans vraiment avoir une position politique, sans être représentante de leur État ni de voilà. Donc j'ai compris en fait que je pense que le panafricanisme et que pour beaucoup d'hommes qui voyageaient au Maghreb pour la première fois, les moments où ils se sentaient réellement panafricains, c'est les moments où ils ont pu avoir des relations sexuelles avec des femmes d'Afrique du Nord en particulier. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé aussi dans le bouquin, parce que beaucoup d'hommes ont parlé de leur rapport sexuel avec des femmes au Maghreb et comment ça leur avait fait sentir l'unité de l'Afrique. Donc voilà, mais ça a été finalement des choses très intéressantes, mais c'est vrai que sur le moment, ce n'était pas forcément des conversations très confortables pour moi, quoi. Mais ouais, c'était donc il y a eu je pense qu'être une femme et faire de la recherche, c'est à la fois on est souvent faire de la recherche de terrain, on est souvent peut-être les gens ont peu de méfiance. Et du coup, se permettre de dire des choses peut-être qu'ils ne diraient pas à quelqu'un de local, enfin une femme étrangère, et faire une femme locale, ou certainement un homme, ou peut-être aurait des différentes conversations avec un homme, je sais pas. Ouais. Voilà. C'était intéressant. Maintenant, je sais pas si vous avez des questions dans la salle. Je pense par un premier round de questions dans la salle, on peut penser, ensuite on fera les questions. Personne déjà qui s'est